Salut tout le monde, ici Rémi Poitras, puis bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons Ultra Énergie, des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu pognes ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf! 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon. Pour l'essayer, ça se passe sur le nacbar.com puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Let's go, allez essayer ça puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 106e épisode de Pas sorti du bois. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon été. Je vous avais dit que je partais en petites vacances estivales pour du podcast, un peu moins d'épisodes, mais là, bon, quand j'ai vu ce que Rémi a accompli en Gaspésie, je me suis dit, il faut que je sorte de ma pause estivale puis que j'enregistre un épisode parce que c'est assez fou ce qu'il a accompli. Rémi Poitras, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci de m'accueillir ici, ça me fait plaisir d'être là. Écoute, c'est assez exceptionnel ce que tu as accompli. Je pense que chaque fois que quelqu'un a accompli quelque chose de gros sur le Sentier international des Appalaches dans les derniers 2 ans, il est venu au podcast après. J'ai parlé à Mathieu quelques semaines après son accomplissement. J'ai parlé à Charlotte Levasseur-Paquin qui l'été passé avait fait le record overall pour le self-supported, donc en autonomie. Anne Bouchard a après ça fait un temps record elle aussi avec équipe de support. Toi, tu t'es lancé là-dedans dans ces 650 km-là et 30 000 mètres de dénivelé positif et négatif, je crois, en autonomie toi aussi. Donc, j'avais le goût qu'on se jase de ça. Quand on se parlait il y a quelques jours, tu me disais, t'es encore sur ton nuage. Puis j'ai dit, bon, ben go, on enregistre pendant que t'es encore là-dessus. Est-ce que t'es encore sur ton nuage en ce moment? Ouais, vraiment. Tu sais, je pense que c'est tout frais, justement. Là, au moment où on enregistre, ça fait 5 jours que j'ai terminé ma traversée. Depuis que je suis arrivé, je flotte sur ce petit nuage-là là, d'euphorie un peu totale, là, tu sais. Après avoir passé à travers un sentier de la sorte, on va en parler pendant le podcast, là, mais il y a beaucoup de choses qui est arrivé. Fait que on dirait que j'essaie de digérer tout ça, mais là je flotte un peu sur mon petit nuage, puis je me sens super bien. Ben écoute, profite-en, puis j'espère que tu vas y rester encore longtemps. C'est trippant ce que tu as accompli. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, la question importante, qu'est-ce que tu bois de ton côté? Ouais, fait que moi je bois une bière de la microbrasserie Bas-Canada que j'aime beaucoup. Je bois la HIPA version numéro 11. C'est en fait c'est dans mon style de bière préféré là, fait que c'est une IPA double dry hop qui est très tropicale et excellente. Excellent. Écoute, je reste dans le thème des IPA. Moi, j'ai une IPA du nord-est de Boréal, la gang de Boréal qui est partenaire de Pas sorti du bois depuis plusieurs mois maintenant. Donc, cheers à toi, cheers à ton accomplissement. Cheers Yannick. Avant qu'on entre dans le vif du sujet de ta traversée du Sentier international des Appalaches, j'ai le goût qu'on recule un peu parce que t'es quelqu'un qui est bien connu, je pense, dans la communauté trail. T'es un gars qu'on a vu sur des podiums. T'es un gars qu'on a vu dans la communauté, qu'on voit participer à plusieurs événements. J'ai envie de comprendre d'où vient cette passion-là de la course, du trail, de l'ultra-trail. Comment c'est arrivé dans ta vie? Ouais, écoute, si on recule un peu, là, moi à la base j'ai un background de natation là, quand j'étais au secondaire. Fait que j'ai nagé pendant presque une dizaine d'années jusqu'à temps que je suis un peu tanné finalement là, que je trouve ça un peu rigoureux comme sport. Il fallait mettre beaucoup d'heures. Fait que puis là je suis rentré à l'université, j'ai pris une pause de sport pendant 2 ans. Puis après je me suis remis tranquillement à la course à pied, mais principalement le cross-country là, au niveau universitaire avec un peu de course sur route. Puis dans mes étés de congé, je faisais des randonnées là, des grandes randonnées en fait là. Je suis allé en Europe
pour faire des grandes randonnées sur un mois avec mon backpack parce que j'aimais ça. Puis après ça, c'est à un moment donné là vers ma 3-4e année d'université que je faisais la traversée du parc de la Gaspésie avec ma copine dans le temps. Puis là, en même temps, il y avait l'ancien Ultra Trail du Mont-Albert qui avait lieu. Puis là, j'avais comme vu ça que ça avait lieu, puis je m'étais dit, hey, ça serait comme cool de combiner la randonnée puis la course. Fait que là, d'où est né un peu les premiers pas de ma carrière de trail runner, on va dire là. Puis après ça, je me suis inscrit à mon premier ultra qui était le Bromont Ultra 55. Puis après ça, j'ai enchaîné les ultras, surtout dans le range du 50 à 80, puis je suis tombé en amour avec le sport. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Je trouve ça le fun que ça a commencé, ou en tout cas, tu as eu cette première étincelle-là en Gaspésie, sur ce sentier-là, en voyant la course qui se déroulait, puis que tu as décidé, bon, je peux m'essayer là-dedans, puis finalement, tu t'es essayé, puis ça a quand même pas pire été. Non seulement tu as complété beaucoup de courses, tu as fait Arikana à Bromont, tu es allé faire le North Face Endurance Challenge à New York, le Gaspésia, tu as remporté des courses, notamment l'UTHC 80, Bromont Ultra 80, tu as eu du fun dans ce range de distance-là. Puis là, t'as jumpé de ce range de distance-là, comme tu le disais, les 50K, les 50 000, à une espèce de multijour de 650 km. Puis c'est drôle parce que, comme je le dis tout le temps, moi, j'aime ça aller faire mes petites recherches, mais plus en mode, je vais aller lire s'il y a eu des articles qui ont été faits pour m'imprégner un peu de mon invité. Puis j'ai retrouvé un article, je pense, de 2019, de Distance Plus. Tu parlais que tu voulais explorer les distances du 100K, peut-être le 100 000 ou je sais pas, mais les distances rendues plus loin que le 80. Mais là, t'es comme jumpé au 650, là. Ouais, exactement. J'ai fait... en fait, j'ai fait mes 2 premières courses de 100 km dernièrement. Là. J'ai été à Cape Town, première expérience à l'international l'automne dernier, où j'avais fait le 100K. Puis c'est la première fois que je touchais la distance, fait que c'était vraiment de prendre l'expérience. Puis après ça, j'ai fait le Gaspésia 100 qui était mon dernier test là justement avant le gros projet. Mais ouais, je sais pas, c'est comme en fait ce genre de projet là dans ma tête, oui, c'est de l'ultra, mais c'est un peu différent d'une course comme telle, parce que c'est vraiment un projet sur plusieurs jours. Puis c'était vraiment un hybride entre justement le trail running puis la randonnée en montagne, vu que j'ai aussi pris la décision de le faire en mode self-supported là qu'on appelle, fait autosuffisant. Donc c'était vraiment plus côté hybride entre les deux, fait que je sais pas, je dois t'avouer que la distance de 100 miles me fait encore peur. Me fait pas moins peur pareil là. Mais oui, j'ai fait quand même un saut là, tu sais, de 80-100K à un gros projet comme ça, j'en suis conscient. Puis je savais quand même un peu dans quoi je m'embarquais. Ouais. Est-ce que ce build-up-là d'aller faire Cape Town, d'aller faire le Gaspésia 100, c'était en direction de ce projet-là? Depuis combien de temps tu as le projet du GR1 en tête puis que tu t'entraînes pour ça? Le projet du GR1 ou du SIA, ça fait quand même longtemps que c'est là dans ma tête là. Ça fait depuis que je fais de la grande randonnée, justement, que je voulais faire le sentier. Fait que je savais que je voulais parcourir les 650 à un moment donné. Probablement pas à cette vitesse-là nécessairement. Mais ça fait un bon bout que c'est dans ma tête, là. Puis après ça, après ça, il y a eu Mathieu qui a fait sa traversée il y a 2 ans. Avec qui j'avais été courir une des journées les plus difficiles là, avec lui là quand même là, fait que puis j'avais eu la chance de partager un peu comment ça se passait puis tout ça avec lui, fait que là ça avait c'était retourné dans ma tête. Puis là je dirais que l'an passé quand j'ai vu que Charlotte avait réalisé son temps côté self-supported. Ça m'a comme vraiment interpellé, pareil, là, cette catégorie-là, parce que je trouve que je respecte énormément Mathieu, puis je pense que le temps qu'il a réalisé, moi je pourrais jamais aller chercher en termes de vitesse.
Mais je pense qu'avec peut-être mes capacités à faire de la randonnée, mon expérience, là, je trouvais que ça, c'était peut-être une possibilité pour moi d'aller vers ce genre, tu sais, tenter ce genre de record-là dans cette catégorie-là. Fait que là, après ça, ben, ça m'a jeté quelques mois, puis je dirais que officiellement, je me suis décidé peut-être en décembre, là. OK. Fait que quand je suis revenu de Cape Town, ça s'est vraiment concrétisé, puis après ça, ben, un coup décidé, là, la préparation s'est entamée, puis c'est une longue préparation là quand même là, de tout ça là. Fait que là c'est créer un calendrier de course autour un peu de ça. C'est un objectif A qui est tôt en saison. Hein. Ah oui. C'est rare qu'on ait un objectif A au mois de juillet. Fait que bon, j'ai un peu tout bâti là-dessus. Ça veut dire quoi, se préparer puis se construire pour une course qui est aussitôt? Il y a eu le Gaspésia 100, donc quelques semaines avant ton grand départ, mais l'hiver, je veux dire, comment on s'entraîne pour faire ce type d'effort-là? Toi qui excellais dans le 50, dans le 80, tu devais avoir une méthode, tu devais avoir ton type d'entraînement. Tu savais ce qu'il fallait que tu fasses pour arriver prêt pour des courses qui durent 4, 5, 7 heures. Là, on passe sur quelque chose qui est multijour, t'es en mouvement pendant de longues heures, dans de la grosse montagne très technique. Comment qu'on s'y prépare? Comment t'as changé ta façon de t'entraîner, si tu l'as changé? Ouais, absolument. Ben en fait, j'ai comme pris avantage de mes projets hivernaux là que j'avais prévus. Fait que moi je fais quand même beaucoup de ski de randonnée l'hiver. Fait que j'en ai profité pour faire des longues journées en zone 1 qu'on dit. Tu sais, fait que finalement j'étais parti toute la journée à faire du ski de rando. Puis avec un de mes amis, on a été dans l'Ouest, justement un trip en van là. Fait que j'en ai profité pour faire des longues journées en zone 1. Fait que finalement là ça a été un peu tu sais, c'est sûr on était loin de l'événement du projet encore, mais ça m'a donné comme une bonne base, je pense, de passer beaucoup de temps sur mes jambes. Fait que ça a été ma base d'entraînement. Après ça, j'ai pas changé beaucoup nécessairement comment je m'entraîne d'habitude. Je pense que je misais quand même sur la fitness, sur ma fitness déjà que j'avais. Puis j'ai peut-être essayé d'augmenter le millage un petit peu, en rajoutant un peu plus de longues sorties ici et là. Puis aussi des tests avec mon matériel. Fait que tu sais, toute la portion de préparation fait que bon, je m'étais fait des listes de matériel, j'ai été lire des blogs, tu sais, essayer d'aller chercher le matériel le plus ultralight possible. Puis après, ben c'est ça, après ça, tu sais, à 1-2 mois de l'événement, ben là tu fais des tests avec ton matériel, puis tu vois est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, pour éviter d'avoir justement des surprises une fois que t'es parti, parce que là, une fois que t'es parti, c'est pas là que tu veux les surprises. Fait que c'est ça, tu sais, mettons, il y a un mois, 5-6 semaines avant l'événement, j'avais été faire un 2 jours en Estrie, sur les sentiers de l'Estrie, fait que autour de 65 kilos, 2500 positifs, là, puis un retour un peu moins, là, 50 kilos, 2500 aussi. Un overnight, là, avec mon petit bivouac, là, ma petite tente, tu sais, mon sleeping bag, mon matelas, tout mon matériel finalement que j'allais avoir. Pour tester là, tu sais, faire un vrai bon test. Puis ben heureusement que j'ai testé là, tu sais, parce que il y a eu des petits ajustements, comme par exemple le bas de mon sac il frottait beaucoup dans mon bas de dos, tellement que ça m'a fait des grosses brûlures juste après un 48 heures. Fait que là faut réajuster le tir, hein, parce que là 48 heures c'est pas 10 jours. Fait que c'est ça, on a fait des petits correctifs pour au moins essayer d'être au top de ma game avant le départ sur ce genre d'aventure-là. Pas être en mode découverte de ton gear pendant que tu essaies d'être en découverte aussi de ce sentier-là puis de ce type d'effort-là. Là. Exactement, ouais. Est-ce que tu avais parlé à des gens qui l'avaient fait, soit cette traversée-là ou d'autres types de fast-packing multijours pour te préparer, ou tu t'en es tenu à tes lectures? Pas tellement. Je m'en suis tenu quand même à mes lectures, puis regarder le matériel online, là, puis essayer de me fier un peu à mon expérience de rando d'avant. Je dois avouer, j'ai parlé à Mathieu. On s'est appelé là à peu près à 2 semaines et demie, 2 semaines de ma traversée, mais
plus pour discuter de l'itinéraire puis du côté technique des sentiers puis un peu tout ça, mais moins du côté matériel de randonnée, vu que lui son effort était complètement différent. Puis j'ai aussi j'ai écouté les podcasts avec Charlotte puis Mathieu puis tout le kit que t'avais fait. Fait que ça donne quand même des informations. Ils n'ont pas trop fait peur? Parce qu'il me semble que autant Mathieu que Anne, surtout, ils parlent du sentier puis ils sont extrêmement fiers de leur accomplissement, mais il y a encore de la peur dans la voix de cette bête qui est le Sentier international des Appalaches. Hein? Ouais, absolument. Je pense que c'est sûr que je savais que ce sentier-là, c'était un énorme défi. Je pense que j'en avais déjà parcouru une partie, bien que d'autres sections j'avais jamais été, mais je savais dans quoi je m'embarquais et que ça allait être très, très, très intense. Ben, tu disais que tu avais vécu probablement la pire journée de Mathieu, que tu l'accompagnais, puis on se rappelle, on l'a vu dans le documentaire, on l'a vu dans ses récits, mais je pense que c'est la portion au Mont Jacques-Cartier, si je me trompe pas, que vous aviez faite ensemble, qui a été extrêmement brutale, puis Mathieu, il l'a dit sur ses 7 jours et quelques sur le sentier, ça avait été de loin son moment le plus creux. Là. Ouais, exactement, ça a été toute une journée pareille, là. Mathieu, moi j'étais allé le retrouver au sommet du Mont Albert, mais il y avait déjà un bout de fête lui depuis le Cascapédia. Puis après, arrivé au Albert, c'était quand même de la belle température, puis ça allait bien, mais c'est l'autre côté là quand on est arrivé, parce que ça c'est encore les Chic-Chocs, mais quand tu tombes de l'autre côté vers le Xalibu puis le Jacques-Cartier, on change de chaîne de montagne, on s'en va vers les McGirragles. Puis parfois la météo est vraiment vraiment changeante d'une chaîne de montagne à l'autre. Puis c'est ce qui est arrivé là quand même cette journée-là. Puis écoute, il faisait -7 ressenti avec du vent, de la pluie, puis on est en mode course quand même là, donc c'était toute une journée, puis c'était vraiment éprouvant pour Mathieu qui avait déjà 350 kilos d'impact là, on s'entend là. Ouais, fait que ça. toute une journée, ouais. Avant qu'on entre dans ta performance sur ces montagnes-là, dans ce sentier-là, tu l'as fait pour une cause, puis je me disais souvent dans ces situations-là, on conclut avec ça, puis j'ai le goût qu'on en parle dès maintenant de ton why, parce qu'on parle souvent de ça dans la course, dans le trail, dans des défis un peu fous qu'on se lance. Il faut qu'il y ait une raison, puis au-delà de la performance, au-delà du FKT ou peu importe, il y avait de quoi j'ai l'impression encore plus profond, plus ancré. Parle-moi un peu de la cause pour laquelle tu l'as fait. Ouais, absolument. Fait que moi j'avais décidé de joindre ce projet personnel-là à une cause qui me tient à cœur. En fait, c'est un de mes anciens patrons, là, une personne marquante dans mon parcours qui lui-même faisait sa traversée. Il est en train de la faire d'ailleurs tout de suite, une traversée du Canada à vélo pour récolter des fonds pour mettre sur pied une maison de soins palliatifs dans la région de la baie des Chaleurs en Gaspésie. Puis moi j'ai fait ma formation ici justement dans la baie des Chaleurs, puis les soins palliatifs c'est une branche qui me tient à cœur. Je pense que c'est vraiment important. Puis avec la population vieillissante aussi, je pense que tout le monde va en bénéficier tôt ou tard. Donc je pense que pour moi, c'était très logique de joindre ma cause à la sienne, ou ma traversée à la sienne, puis essayer de récolter le plus de fonds possible pour pouvoir donner, pour pouvoir mettre en branle là, cette maison de soins palliatifs là. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de lever des fonds pour cette cause-là. Puis je suis vraiment, je veux juste profiter de ton audience pour remercier tout le monde qui ont déjà donné à date là. Il est pas trop tard si ça vous intéresse encore de donner. Le GoFundMe est encore ouvert, mais déjà on a ramassé plus de 10 000 $, puis moi ça me fait tellement chaud au cœur, puis je tiens vraiment à dire merci à tous ceux qui ont donné. C'est vraiment significatif. Ouais. C'est capoté, déjà 10 000 $. Puis écoute,
tu l'as dit, c'est pas encore terminé, fait que ceux qui écoutent, je vais mettre les liens dans les descriptions de l'épisode, mais si le cœur vous en dit, puis si vous avez un petit peu, un petit 5$, 15$, 100$, peu importe ce qui traîne, si vous voulez le donner à la cause de Rémi, why not, on mettra les liens, mais je trouve ça le fun, mais on voit ça beaucoup, hein, des gens qui associent un défi un peu fou qui est personnel à quelque chose de plus grand, parce que des fois, j'ai l'impression que entre coureurs, coureuses de trail, on comprend ce type d'effort-là de OK, telle personne s'en va tenter telle course ou tel accomplissement. Mais quand tu sors de notre cercle, quand on parle à des moldus, des gens qui peut-être connaissent un peu moins notre sport, ça des fois, tu te dis dans l'histoire du monde, ce que je fais en ce moment, ça n'a pas tant de valeur. Mais quand on peut l'associer à une cause, on dirait que ça vient comme donner un 2e, 3e, 4e sens à ces genres d'accomplissements-là. Puis en plus de faire quelque chose de grand d'un point de vue sportif, ben tu fais quelque chose de grand qui va servir à des gens, qui va aider du monde. Fait que je trouvais ça beau, puis je trouvais ça le fun de voir que dès que tu as lancé ton défi, ça venait en parallèle, puis ça faisait partie de ton why là-dedans. Ouais, vraiment, c'est justement le why, là, tu sais, c'est bien d'avoir des raisons pour lesquelles on fait ça, puis de joindre cette cause-là, ça rajoutait juste aux autres raisons, aux autres bonnes raisons pour lesquelles je le fais. Ben ouais. On l'a pas dit d'entrée de jeu, mais t'es aussi médecin, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Je suis médecin d'urgence en début de carrière. En début de carrière. Ça doit être pratique d'avoir son propre médecin d'urgence quand vient le temps de faire une traversée comme ça. Il y a plein d'incidents peut-être qui peuvent arriver. T'as quand même la formation pour pouvoir un peu te guérir si quoi que ce soit arrive. Ouais, ben, des bonnes notions quand même, là, mais ouais. Tu sais, des fois, je veux dire, en tout cas, on va en parler, là, mais c'est pas parce que j'étais pas blessé que j'ai pas continué, là, tu sais, je veux dire, tu sais, t'as des douleurs, puis t'as mal, puis tu continues pareil, là. Ça aide juste à savoir c'est quoi le diagnostic un petit peu plus vite, peut-être. Je comprends. Ben là, parlons-en, entrons dans le vif du sujet. Parle-moi de ce premier matin-là, quand t'es à côté de cette petite arche-là qui est GA1, SIA, on part sur ce sentier-là. Comment tu te sentais avant de te lancer là-dedans, juste à quelques minutes de le faire, là? Fébrile. J'étais vraiment excité à l'idée de débuter ce sentier-là. Ça faisait un peu toute la semaine que j'anticipais un peu le début. Je savais que j'étais prêt. Tu sais, clairement, j'ai pas fait un taper officiel, là, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas couru à moitié là, tu sais, dans les derniers 10 jours. Là, tu sais, puis là, j'étais comme j'avais super hâte de me lancer dans le projet, fait que je pense que j'étais vraiment fébrile, mais je me sentais bien. J'étais comme j'étais dans juste bien, juste confortable, calme, dans un état de serein. Puis j'étais content où j'étais parce que je savais que je me lançais dans un projet d'une ampleur, c'est incroyable. Là. Fait que là, je voulais me sentir bien le matin du départ, puis je trouve que malgré que j'ai pas très bien dormi, là, on s'entend, malgré ça, je me sentais tout de même très bien pour partir, ouais. T'avais-tu un plan de match en tête, un chrono total en tête, un objectif? Ouais, je pense que ben c'est ça. Mon objectif de départ, c'était vraiment, tu sais, j'avais vraiment analysé le parcours, j'avais découpé mes étapes. Mon but, c'était de faire 10 jours. Je voulais qu'au 10e jour, j'arrive à Cap-Gaspé. C'était vraiment l'objectif dès le départ. Je savais que c'était un énorme contrat. Tu sais, je suis pas... je veux dire, je suis pas naïf non plus, là. Je pense que je savais qu'est-ce que ça impliquait de faire ce sentier-là en 10 jours. Tu sais, Mathieu l'a fait il l'a fait en 8 jours, en 7 jours et quelques, là, mais tu sais, en 8 jours. Donc, ça voulait dire sans assistance, être capable de m'approcher à 48 heures de ce que Mathieu Blanchard avait fait sur ce sentier-là. Je savais que ça allait être un défi énorme, mais j'étais très, très motivé à l'idée de faire ça, puis je trouvais que c'était malgré tout pas hors de ma portée. Fait que je me lançais un défi ambitieux, mais que je croyais quand même réalisable. OK. Puis est-ce que tu avais découpé déjà tes journées précisément ou tu te laissais une marge de manœuvre plus ou moins selon ton état puis ta forme? Ouais, c'est ça. J'ai pas été trop nice avec moi, là. J'ai découpé mes horaires assez précis, là, tu sais. C'est parce que aussi, l'affaire, c'est que je voulais respecter le sentier.
Puis l'organisation du sentier, tu sais, ils ont des abris, puis des campings, puis ça. Puis il faut faire des réservations à l'avance. Fait que tu sais, moi je voulais faire ça dans le respect du sentier, fait que j'ai réservé mes plateformes de camping, mes abris, mes refuges à l'avance. Fait que mes journées étaient vraiment découpées, déjà découpées à l'avance, là, tu sais, finalement je savais combien de kilomètres que j'allais faire. Avec, tu sais, on s'entend des petites marges de manœuvre, parce que si ça fonctionne pas, ben tu sais, je devais être au courant de où sont les autres, tu sais, camping ou abri en fonction de où je suis rendu pour pouvoir, tu sais, faire ajouter des kilomètres si jamais ça va trop bien ou en enlever si jamais c'est trop une grosse journée. Fait que je me laissais quand même de la marge de manœuvre dans le sens que je connaissais le parcours puis la map là. Mais ceci dit, mes journées étaient déjà prédéfinies. Okay. Si tout allait bien, je savais exactement où je dormais de A à Z. OK. Donc là, tu pars jour 1. Comment ça s'est passé cette première journée-là? Ça, je pars jour 1. Je pars sur le pont de Matapédia. Je traverse du Nouveau-Brunswick parce que, bon, c'est le lieu officiel du départ, mettons, si on se dit qu'on part du Nouveau-Brunswick, là. Fait que je voulais partir de là. Je fais quelques kilomètres, j'arrive à l'Arche. Petit moment de nostalgie spécial. Là. Je me lance dans le SIA, puis let's go. Première journée, j'avais une grosse journée quand même. Ça, je le savais déjà à l'avance. Mais des sentiers relativement techniques, beaucoup de dénivelé pareil, mais ça s'est somme toute bien passé. Quoi qu'il y a eu, tu sais, au niveau météo, alternance, un peu de pluie, un peu de soleil. Ce qui a fait en sorte que j'étais tout trempé en fait là. Puis j'ai beaucoup chafé. Okay. Donc les frottements étaient incroyables. Comme je m'attendais là, tu sais, comme en ultra on chafe pareil là, tu sais, puis j'avais fait attention, mais là c'était pas mal intense pareil. Fait que ça c'était la première journée. Commençait fort jour 1. Ouais, c'est ça, c'est la première journée. Fait que là j'étais bon, tu te poses des questions pareil là. Mais j'ai réussi à amener cette journée-là au bout. C'est une grosse journée, 88 kilos avec genre 3800 de D+. J'étais arrivé au camping avant la noirceur. J'ai réussi à manger mon repas, me préparer pour dormir. Tu sais, une journée overall, première journée quand même qui s'est bien déroulée. J'avais mal aux jambes, mais j'étais pas complètement détruit non plus, ce qui m'a comme rassuré pareil là. Mais là, j'ai très très mal dormi cette nuit-là. Première nuit, il a fait 5 ou 6 degrés. Ça a comme condensé dans mon petit abri. J'étais complètement glacé. Tu sais, je me réveillais au genre demi-heure. Fait que bon, je dirais que c'est la première nuit qui a été un peu difficile. Puis là, tu te poses des questions, tu sais, quand même très tôt là, tu sais, dans quoi je m'embarque, tu sais, je veux-tu vraiment, mais c'est là que c'est le début du test, hein, tu sais, c'est là qu'on se dit ben là mentalement faut que ça commence, tu sais, qu'on se forge le mental puis qu'on se dise ben t'abandonnes pas après la première journée, tu sais, ça se fait pas ces choses-là. Fait que là tu te réveilles le matin un peu fatigué, tu te motives, tu manges ton gruau, tu packes tes choses, tu packes ta tente, puis j'étais parti sur jour 2 déjà. Fait que jour 2, un peu plus facile, niveau technique, il y avait beaucoup de sentiers forestiers, puis ça roulait pas mal plus. Fait que j'ai réussi à quand même avancer les kilométrages. Mais encore une fois, c'est une gestion des frictions, là, parce que les frictions de la veille étaient pas parties, hein, fait que là, gestion des frictions. J'avais pris la décision d'arrêter à Amqui aussi, m'acheter une veste au Sport Expert, un petit peu plus chaude, avant de m'en aller dans la réserve phonique puis dans le parc, parce que là, honnêtement, je m'étais fait un peu peur avec le froid de la veille, fait que j'ai peut-être réalisé qu'il m'en manquait une petite couche. Fait que j'ai réajusté le tir puis j'ai été m'acheter un petit manteau. Un petit détour. Qui est à voir malheureusement. Ouais, ben en fait, on passe dans la Amqui, je sais pas si c'est une ville ou un village, là, mais bref, on passe directement là. Fait que ah, OK, directement. ouais, là. C'est ça, fait que bon, j'ai juste rentré dans le magasin finalement. mais tu sais, c'est ça, assez tôt, j'étais en mode adaptation, puis je pense que
Puis je pense que ça, je le savais quand je me suis lancé sur ce type de projet-là. Il faut que ta capacité d'adaptation soit à son meilleur, hein, tu sais, parce que il y a plein de choses qui vont pas aller comme tu t'attendais. Puis il faut juste que tu ajustes le tir, hein, tu sais, parce que sinon ça peut rapidement terminer ta traversée. Fait que c'est là que j'ai fait mon premier petit arrêt, puis j'ai pris cette décision là qui était d'avoir plus de poids dans mon sac, mais au moins ça a été un confort supplémentaire. Puis après ça, j'ai continué ma route. Puis finalement, la deuxième journée a fini un petit peu plus tard, là, mais j'ai quand même fini tu sais, avant le coucher du soleil. Il faisait clair encore. 84 kilos cette journée-là, avec à peu près 2000 de D+. Fait que déjà en 2 jours, j'avais fait mon 100 miles, mon premier 100 miles. Genre, c'est ça, ça partait fort quand même, 2 grosses journées en partant. En genre 36 heures, ouais. Ouais, exactement. Fait que ça partait fort, mais c'est un peu comme ça que j'avais découpé mes étapes, parce que je savais qu'il fallait que j'avance vite au début, tandis que j'avais encore des jambes, puis que le terrain permettait de courir, alors que dans toute la portion du milieu, ça allait peut-être pas être possible, ni à la fin, quand j'ai plus de jambes. Fait que ça c'est la fin du jour 2. Jour 2, j'ai dormi dans un abri là. Fait que de toute façon il faisait beau quand même, fait que ça n'a pas dérangé, mais j'avais toujours ma même petite routine le soir, fait que j'arrive, je me mets tout de suite au sec, vu que j'avais toutes mes choses au sec dans un dry bag. Donc je me mettais directement au sec. Mes vêtements humides et mouillés, ils ont resté humides et mouillés pendant 10 jours là, tu sais, pareil comme mes chaussures, tu sais, je veux dire, ouais, ça c'était, je savais que ça allait être comme ça, mais en même temps au moins je pouvais me mettre au sec, avec mon rechange au sec en arrivant le soir. Fait que ça a conclu jour 2. Fait que chaque matin tu te lèves, tu mets des bas encore mouillés, des espadrilles, du linge, des vêtements encore complètement trempé de la veille. Hein. Ouais, exact. C'est comme ça sonne plate un peu quand on dit ça. mais Ça fait partie de l'aventure, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'en fait, tu sais, si j'étais, ça peut-être arrivé quelques fois que j'ai été chanceux que il faisait beau en fin de journée, puis mon stock a eu le temps de sécher un peu là, comme mon chandail, puis les culottes. Mais tu sais, ça a été en fait. Ça a peut-être arrivé une fois là dans le trip là. Sinon, tu sais, c'est juste ça que c'était là. C'était on remet le linge humide le matin. C'est sûr ça fait comme un choc là. Tu sais, vraiment il faut que tu sois dans le minding de je vais remettre mes choses mouillées, mais en même temps, de toute façon, environ 20 minutes là, 15-20 minutes après que j'étais parti, la végétation était tellement dense dans ces sentiers là que l'eau sur les feuilles, tu sais, me mouillait tout, puis mouillait mes souliers en 2 secondes et demie, là. Fait que, je veux dire, c'était juste constamment dans l'humidité, là. Ça, je m'en sauvais pas. Aïe, aïe. Fait que pluie ou pas pluie, t'étais mouillé anyway. Ouais, ça changerait pas grand-chose. Ça changerait pas grand-chose. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, jour 3, tu sais, jour 3, je rentrais un peu dans la réserve phonique de Matane. Fait que c'était un peu avec appréhension, là, que je m'alignais là-dedans. Fait que j'avais une 20aine de kilos, juste pas. C'est connu comme étant une portion super montagneuse, super costaude, là. Exactement. Fait que, tu sais, la réserve phonique de Matane, c'est, en bref, là, juste une région hyper sauvage avec la densité de la végétation. Je veux dire, on a des fougères hautes comme nos épaules. Le sentier est fermé au point où que tu vois pas nécessairement les roches, les racines. Fait qu'il t'as l'impression que tu tasses toujours la végétation pour pouvoir voir. Puis c'est juste une série de montées-descentes. C'est montée abrupte, descente abrupte. Puis c'est ça pendant 100 kilos. C'est la réserve phonique de Matane, c'est ça. Fait que ça a été vraiment les jours 3 et 4, ça a été de naviguer à travers ça là, dans des conditions pas nécessairement faciles tout le temps. Il y a eu de la pluie de la réserve phonique en masse. Fait que puis là, je dirais que ça a commencé à être vraiment tough niveau musculaire.
La réserve phonique de Matane, ça m'a rentré dedans. Niveau des articulations, là, des genoux, des chevilles, parce que c'était tellement abrupt en termes de sentier que je finissais mes journées puis j'étais pas mal détruit niveau physique. Mais au moins je réussissais à continuer à pouvoir manger, ce qui était ce qui est essentiel là, quand même là, sur ce genre d'effort là. Ça ressemble à quoi ta stratégie nutritionnelle d'une journée type, mettons? Tu disais tantôt gruau pour déjeuner. Après ça, jusqu'au souper du soir, tu mangeais quoi en courant? Ouais, fait que moi j'optais plutôt pour pas tant arrêter dîner. En fait, là, j'avais pas vraiment de dîner, là. Fait que c'était des bars tendres, en fait, là. Fait que des bars toute la journée avec un mix de noix avec des fruits séchés. Okay. Que je répartissais sur 2 jours. Fait que c'était pas mal ça ma stratégie nutritionnelle qui a changé un petit peu en cours de route là, pareil là, quand je croisais des petits dépanneurs ou des petites choses, des fois j'essayais de varier un peu mon alimentation là, fait que varier. Je m'achetais une barre de chocolat puis un Pepsi là. Fait que juste pour pimenter un peu ce type d'alimentation là. Fait que mais je dirais que ça ressemblait pas mal à ça tout le long là de la traversée. Puis moi je m'étais, c'est parce qu'il faut se ravitailler là quand même là dans l'autosuffisance, tu sais, c'est comme ça que c'est ça qui est le principal but là de ce type de traversée là. Puis fait que là moi je m'étais dit que j'allais me laisser des boîtes environ aux 2 jours. Fait que c'est ça, je m'en étais laissé une, mettons. La logistique de la chose était pas nécessairement facile. Hein. Tu te dis au début, je vais le faire en 10 jours, je vais me laisser une boîte jour 2, 4, 6, 8, ça va être facile. Mais c'est pas nécessairement si facile que ça. Là, fait que moi, j'ai envoyé 2 boîtes à l'organisation du sentier, qui en a mis une en fait au début de mon jour 3, puis une deuxième à la fin de mon jour 4. Fait que ça, c'était un peu mes 2 premières boîtes, mais il était pas vraiment à 2 jours d'intervalle, mais plus comme à 1 journée et demie, là, tu sais. Ouais. Mais c'était ça que c'était, là. C'était comme ça que j'ai pu fonctionner. Puis après ça, mes 2 autres boîtes qui étaient en Haute-Gaspésie, je les avais envoyées dans des postes Canada. Fait que je savais que j'allais les récupérer un petit peu plus tard. Ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai fonctionné. C'est ça, parce qu'on l'a pas dit exactement ce que c'était le self-supported, mais tu sais, je l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, mais mettons que vous venez de découvrir le podcast puis vous écoutez celui-là en premier. Les FKT, t'as 3 types d'efforts, t'as 3 types de logistique. T'as le complètement supported, donc c'est ce que, par exemple, Mathieu Blanchard avait fait. Il y avait une équipe qui le suivait. T'as le complètement en autonomie complète, mais ça, c'est des efforts qui sont plus courts nécessairement parce que tu peux seulement te ravitailler en eau dans des rivières. Pour le reste, il faut que tu portes sur toi ce que t'as. Fait que là, pour une aventure de 650 km, ça devient pas mal ambitieux de faire un unsupported, c'est quasiment impossible. Là. Je veux dire, tu pars avec un backpack gigantesque, puis t'as le self-supported où t'as aucune aide extérieure que celle que tu t'es toi-même planifiée, comme dans ton cas, tu le dis, poster des boîtes, les placer à des endroits, mais c'est ça les 3 types. Toi, dans ton cas, c'est ce que Charlotte avait fait, c'était du self-supported, donc... C'était ma parenthèse pour mettre en contexte. Exactement. Puis j'ai-tu bien expliqué? Oui, c'est exactement ça. Ça serait impossible de traîner tout ce qu'on... ça se fait, là, mais je veux dire, ça serait un effort sur beaucoup de jours, puis tellement lourd comme matériel que... Ouais. Fait que... ouais, c'est ça, c'est un peu comme ça que j'ai procédé pour ma nutrition, tu sais... je dirais que ça a fonctionné pour la plupart des jours, bien que c'est ça, à partir du... Bon, je vous épargne les détails, là, mais à partir de jour 5 à 8, j'ai eu des gros troubles gastro-intestinaux, ce qui ont fait en sorte que j'ai quasiment pas pu m'alimenter, là, en fait, là. Ah ouais. Ouais, ça a été des jours assez difficiles de ce côté-là, niveau énergie, hein, tu sais, parce que quand tu réussis pas à manger, c'est difficile d'avoir de l'énergie pour avancer, mais bon, j'essayais de mon mieux pour m'alimenter pareil, là, puis au moins avoir un peu de glucides, pour pouvoir mettre un pas devant l'autre.
Mais ça a été des journées plutôt difficiles de ce côté-là. Fait que les jours 5, 6, 7, 8, t'as 4 jours complets à avoir des problèmes gastriques. Ouais, exact. Ouais. Ça a commencé quand j'étais arrivé. Comme je finissais la réserve phonique de Matane, en fait. J'ai rentré dans... j'étais super content de rentrer dans le Parc national de la Gaspésie, hein, au jour 5. Pour moi, c'était comme quelque chose que qui dans ma tête, j'avais vraiment hâte d'y arriver. Tu sais, je le connais, le Parc de la Gaspésie. La réserve phonique de Matane, je la connais pas, c'est la première fois que je la faisais. J'avais juste fait en ski, j'avais skié le Mont Blanc l'hiver, là, mais tu sais, j'avais jamais fait l'été. Fait que tu sais, c'était vraiment de l'inconnu, mais on dirait quand j'étais arrivé au parc, tu sais, dans le Parc national de la Gaspésie, j'ai vu la pancarte, puis j'arrivais sur le Logan, j'étais comme ok, là j'étais en territoire connu, tu sais, je connais le parc, puis je dis pas que c'est plus facile, je dis juste que je le connais puis que ça file un petit peu comme à la maison, là, fait que j'étais vraiment content d'arriver là. Mais c'est sûr que ça a pas été facile avec ces troubles-là, tu sais, de pouvoir essayer d'avancer. Ce jour 5 là justement, j'avais quand même une grosse journée parce que la veille justement, comme j'ai dit, la réserve phonique de Matane c'était très très cassant, puis c'est là que j'avais eu à réajuster mes objectifs, dans le sens j'ai fait un 8 km de moins que j'aurais voulu. Fait que je me suis arrêté avant, mais pour moi, c'était quand même important d'être en mode rattrapage, mais rattrapage rapide. Je voulais pas laisser aller cet écart-là plus longtemps, fait que je voulais fermer ces derniers kilomètres-là le lendemain. Fait que là, j'avais fait une grosse journée pour me rendre jusqu'au Cascapédia, qui était mon point finalement visé pour la soirée. Fait que j'ai réussi à me rendre au Cascapédia, mais tu sais, ça a pas été facile. Il y a eu j'ai eu de la température très difficile. Il a mouillé toute l'après-midi, mais de façon intense. J'avais mon manteau de pluie, mes pantalons de pluie même, parce que j'avais froid. Puis j'étais arrivé au Cascapédia juste comme la nuit tombait. Fait que ça a été vraiment une journée difficile, mais j'essaie de m'encourager pareil sur les petits points positifs, comme je t'ai dit, tu sais, j'étais arrivé dans le parc de la Gaspésie, j'étais vraiment content. Puis aussi, je venais de passer la moitié. Fait que j'étais dépassé les 325 km, fait que j'étais comme ça c'est big là, tu sais, j'étais content d'avoir fait la moitié pareil du parcours rendu au Cascapédia. Ouais. OK. Puis c'est là que les problèmes gastriques sont embarqués. Ouais, c'est ça, c'est cette journée-là, pareil. Ça s'est poursuivi pour le reste. Fait que le lendemain, tu sais, je me suis rendu probablement beaucoup de monde sont plus familiers, là. Fait que tu sais, c'est la journée. Le lendemain, j'ai fait pratiquement la même journée que Mathieu avait faite. Fait que je suis parti du Cascapédia, je me suis rendu j'ai passé par le Mont-Albert, centre de découverte des services. Puis après, je me suis aligné sur le Xalibu-Jacques-Cartier. Et oui, aussi, sur le sommet du Jacques-Cartier, il a pas fait beaucoup plus beau. Il faisait à peu près l'équivalent de moins 5 ressentis. Il y avait juste un peu moins de pluie, mais c'était tout aussi froid. Fait que ça a été toute une journée. Puis je continue un petit peu plus loin, là. J'ai dépassé le parc pour aller dans un refuge, puis cette soirée-là, tu sais, je pense que ça a été ma journée, moi aussi, la plus difficile de toute la traversée. Je suis arrivé à la fin de la journée, puis premièrement, c'était ma première journée que je finissais à la frontale, fait que j'ai fait la dernière heure à la frontale. J'étais arrivé dans le refuge, j'étais dans un état de fatigue extrême. J'ai juste en fait j'ai même pas pu manger. C'est le seul soir que j'ai pas pu manger, là. J'étais arrivé, j'ai pas mangé, puis je me suis juste couché. Tout en sachant que c'était une très mauvaise décision, là. J'étais vraiment dans un état juste dans un état super pas bien, là. T'étais pas capable de manger, J'étais juste très nauséeux, puis aussi très fatigué. J'avais juste vraiment envie de dormir, hein. Ça, j'étais comme pas capable, on dirait, d'aller puis m'alimenter. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis au sec puis je me suis couché. Ce qui a fait en sorte que je me suis levé le lendemain puis j'étais détruit. J'étais vraiment détruit
Pas de jambes, pas rien. Quand on dit des fois que la récupération, quand les gens font du multijour ou des courses à étapes, on dit souvent essayer de manger le plus rapidement possible après la fin de votre journée parce que je pense que c'est quoi la fenêtre, c'est entre 30 et 60 minutes après l'effort. On tente de manger une première bonne batch de nourriture parce que c'est ça qui va être à la récupération. Là, t'as vraiment fait de manière probablement pleinement consciente cette décision-là puis t'as fait l'erreur classique. Ben oui, absolument. Absolument. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai payé pour après, là, tu sais, je veux dire, à cause que j'ai pas mangé, tu sais, j'avais clairement pas, j'ai échappé ma récupération, là. Donc, à partir de ce temps-là, ben, pas que c'était pas difficile jusqu'à là, c'était très difficile, mais ça a juste, un peu accentué mes douleurs, puis, le fait que j'avais plus de jambes là après là, fait que le restant a été définitivement difficile, en partie à cause de ça, mais en partie à cause de aussi j'avais quand même 400 kilos d'impact puis tout le kit là. Mais clairement que ça a pas aidé. Fait que tu sais, mon but après ça c'était de me rendre à la mer. Tu sais, parce que un peu comme Mathieu l'avait décrit dans son documentaire, tu sais, je voyais un peu les choses en section. Fait que tu sais, moi je venais de finir le parc, ben là mon but prochain c'était de me rendre à la mer, tu sais. Parce que je savais qu'à la mer il me restait environ 200 kilomètres. Fait que ça allait être une grosse étape. Fait que je me suis rendu au Mont-Saint-Pierre le lendemain matin. Puis à Mont-Saint-Pierre, j'ai essayé de me refaire une beauté du mieux que j'ai pu. Fait que j'ai arrêté dans une petite épicerie pour essayer de manger le plus que possible, puis essayer de vraiment de reprendre sur moi là finalement pour la suite des choses. Ce qui a fait du bien, tu sais, j'ai dû prendre un peu plus de temps que prévu. Puis j'ai moins avancé vite, mais je pense que j'ai essayé d'être intelligent dans ma stratégie rendue là pour justement reprendre des forces pour la suite là, parce qu'il en reste quand même, tu sais, il en reste moins qu'il restait, mais il restait quand même 200 kilos rendus là. Fait que j'ai essayé d'utiliser cette stratégie-là, rendue à Mont-Saint-Pierre. Ouais. Là, de voir la mer comme ça a-tu l'effet escompté? Voir la mer, ça a vraiment fait du bien. Surtout, sentir l'air salin, je dirais. Ça a vraiment, ça a vraiment été un moment, parce qu'il y a eu des moments forts dans la traversée, tu sais, quand même. Puis je dirais que l'arrivée ce matin-là avec l'odeur de la mer, ça a été vraiment fort. Puis ça m'a donné en fait juste beaucoup d'énergie pour la suite aussi, parce que j'essayais de bâtir sur des t'essaies de bâtir sur des choses positives, hein, t'es toujours un peu dans ton mental, parce que physiquement t'es cassé là, c'est clair, t'as plus de jambes, ça fait longtemps là, t'es rendu là. Fait que t'essayes de bâtir sur des points positifs. Puis ça, j'étais juste fier. J'étais juste fier d'être rendu, d'avoir fait plus que 400 kilomètres, puis d'avoir pu me rendre au nord de la Gaspésie. Fait que j'ai essayé de bâtir là-dessus, puis de me remplir de positif finalement là, tu sais, pour continuer. Ouais. Il y a plein d'accomplissements dans l'arrivée à cette mer-là, j'ai l'impression, parce que chaque personne qui a fait ce sentier-là, qui m'en a parlé, il y avait quelque chose, il y avait un rapport avec ça. Tu sais, Mathieu, lui, il vient de la mer, c'est un plongeur, puis il y avait ce rapport-là, mais je pense qu'il y a aussi le fait que, tu sais, quand tu regardes le sentier, c'est une traversée complète de la zone, tu sais, le bas du Québec, qui est sous le fleuve Saint-Laurent. Tu pars du bas complètement, comme tu le disais tantôt, quasiment au Nouveau-Brunswick, puis là, tu arrives à la mer complètement de l'autre côté, puis il te reste juste, c'est pas le bon terme, c'est 200 kilos, mais il te reste juste à allonger la mer puis te rendre jusqu'à Forillon. Ouais, je suis vraiment d'accord. Je pense que c'est spécial. C'est quand même spécial de juste traverser. Tu sais, t'as fait toute cette traversée-là, pareil, là. Ah oui. Puis c'est ça. Je pense que c'est pour ça que tout le monde était quand même fier d'arriver à la mer. Puis moi aussi. Moi aussi. Fait qu'à ce moment-là, c'était quoi ton plan du moment que t'arrivais au Mont-Saint-Pierre? Il restait un genre de 3 jours pour se rendre jusqu'au bout du monde? Ouais, exact. Fait que
En fait, fallait juste que je termine cette journée-là. Cette journée-là qui finalement s'est terminée un 5 km un peu plus court que prévu. Okay. Mais à cause justement du fait que, comme j'ai dit, j'ai pris le temps de me ravitailler un peu plus. Mais j'étais content parce que mes problèmes gastro-intestinaux étaient un peu plus sur la fin rendu là. Je commençais à pouvoir m'alimenter de nouveau. Ce qui a fait en sorte que j'ai pu regagner de l'énergie. Puis j'ai fini, cette journée-là, j'avais fini 5 km plus court que ce qui était mon objectif, mais je me sentais zen avec ça, j'étais bien, j'étais dans un meilleur endroit que les autres soirs d'avant. Ouais. Fait que je me sentais vraiment confortable à arrêter un petit peu avant, puis confiant que le lendemain, j'allais pouvoir rattraper les 5 km qui me restaient. Fait que, ouais. Fait que, je dirais qu'après ça, les 3 derniers jours, finalement, ça a été plus... en fait, il y a eu cette grosse journée-là où j'ai dû rattraper, puis que j'ai terminé à la frontale. Ça, c'était le jour 8. Ça a été... je savais que c'était les derniers gros jours là, que j'allais avoir à faire. Je pense que j'ai fait 72 kilos cette journée-là, ce qui était une assez grosse journée encore. Mais j'ai fait comme 1h et demie à la frontale quand même. Là. Fait que j'ai fini tard, mais je me sentais bien avec ça parce que je savais qu'un peu que c'était la dernière grosse journée, le dernier gros effort. Pas que les 2 autres jours après allaient pas être gros, mais je savais que le plus gros était fait. Ouais. Puis après ça, jour 9 et 10, il me restait 55 km. Les 2 journées étaient à peu près identiques. 55 km avec 2500 de positifs. Que j'étais plus capable de courir. J'étais juste physiquement plus capable de courir. Je pouvais, de façon minime, là, trotter les descentes, mais c'était à peu près ça que c'était. Fait que en tout cas, j'ai juste marché le reste, c'était une longue randonnée rapide, j'ai réussi à marcher vite, puis à trotter les descentes, mais je veux dire, il y avait pas j'ai pas battu de record ces 2 journées-là. Je me suis juste déplacé, pour me rendre éventuellement à mon objectif final. Puis le premier matin, quand tu sais, pas le premier, mais le dernier matin, quand tu sais qu'aujourd'hui tu vas te rendre au bout du monde, t'avais-tu une énergie différente? Est-ce que ton mindset venait de changer? Est-ce que tu pouvais commencer à te permettre de penser que t'allais te rendre à la fin puis que t'allais voir le bout de ce sentier-là? Les derniers jours, oui. Ouais. Les derniers jours, c'est là vraiment que... Je crois que quand j'ai traversé le parc de la Gaspésie, je me disais que la fin était possible. Mais je me disais que la fin était possible, mais je savais pas si j'allais le faire en 10 jours. J'étais pas sûr parce que c'était tough. T'sais, je me disais peut-être ça va me prendre une journée de plus. Mais tu sais, le dernier jour, tu sais là, je me suis levé, puis j'ai eu un petit moment pour me dire, tu sais, que c'était aujourd'hui que ça allait se passer puis que j'allais me rendre. Tu sais, là, je savais que j'allais me rendre au bout. Je savais qu'il fallait toujours que je la fasse cette journée-là, pareil, mais je savais que j'étais capable, puis que j'étais rendu là, puis ça, je me sentais vraiment bien ce matin-là. Je me sentais, on s'entend complètement détruit, là, tu sais, comme si je m'étais fait passer dessus par un train, mais ça a pas changé dans la majorité des jours que j'étais là, mais c'était plus niveau, tu sais, mental, que je me sentais bien. J'étais un bel endroit, puis j'ai juste commencé à marcher, puis je me suis rendu finalement à Forillon, puis la dernière portion, c'était dans Forillon, puis tu sais, le but c'était juste de marcher pour me rendre au bout. Mais je dirais que vraiment où ce que j'ai commencé à me sentir particulièrement bien, un peu dans un état euphorique, là. Ça a été bizarrement juste avec, c'est très précis, là, mais 6,4 km à faire dans le sentier. Ah ouais? Ouais, on descend un peu au niveau du Mont Saint-Alban, là, après avoir fait le Mont Saint-Alban, puis tu descends comme sur le bord de la falaise. Puis après, c'est basically une ligne droite jusqu'à Cap-Gaspé. Puis je me sentais euphorique, je me sentais
super bien, il faisait très beau. Puis j'étais comme dans un état, tu sais, j'ai fait une petite série de remerciements à plein de choses dans la vie, là, tu sais, j'étais vraiment reconnaissant envers toutes mes amis, ma famille, le fait que je sois capable de courir ce sentier-là, le fait que j'ai la chance de même être capable d'envisager des projets comme ça. Fait que, en tout cas, pendant 10 minutes, j'ai eu vraiment un moment très, très intense, là, ce qui m'a fait un peu flotter jusqu'à la fin. Ouais. Wow. Merci de rentrer dans ces détails-là, de le partager. Je trouve ça beau comme finale. On s'imagine ce genre de fin-là. Tu sais, moi, je le sais que quand je fais des événements, des courses, puis c'est des longues distances, puis à un moment donné, tu t'imagines la ligne d'arrivée, puis tu y penses, ça devient la source de motivation, puis c'est rien. Au final, là, c'est une arche qui est gonflée, mais c'est ce que ça représente. Puis c'est sur un effort de 15, 20, 25 heures, peu importe. Là, dans un effort de 9 jours, tu l'imagines, cette ligne d'arrivée-là. Puis tu t'imagines que tu vas vivre un moment, puis des fois, il n'y en a pas qui arrivent. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé là, dans une course, t'imagines la ligne d'arrivée, puis tu te dirais, je vais tellement être content rendu là. Puis à un moment donné, t'es comme neutre. T'sais, des fois, tu fais une course, puis t'as rien qui se passe. Puis je trouve ça beau que toi, dans ton SIA, t'as eu ce moment-là de je sais pas, comme tu dis, de flottement, que t'as comme flotté, puis que t'as pu avoir cette euphorie-là qui arrive. Ça doit être la cerise sur le Sunday, là. Absolument, absolument, parce que, tu sais, comme tu dis, des fois, ça arrive juste pas, ça vient juste pas. Là, je me suis quand même demandé si ça allait venir, tu sais, parce que je te dirais qu'au niveau énergétique, au niveau énergie, tu sais, j'étais complètement vidé, là. J'étais juste plus capable d'avancer, même, tu sais, je veux dire, fait que là, je me suis demandé si vraiment, au niveau, tu sais, que j'allais être capable de même vivre des émotions vers la fin, ou même de je sais pas. Tu sais, tu te demandes vraiment, là, tu sais, parce que j'ai été puisé au fond de mes ressources un peu, au niveau de toute la traversée. Fait que là, tu te dis, vas-tu même avoir l'énergie émotionnelle d'être capable de vivre tout ça? Et en tout cas, la réponse est oui, ça arrivé, tu sais, sur les derniers kilos. Puis je me suis senti vraiment bien. Fait que j'étais super content. Ouais. Est-ce que t'avais des gens qui venaient te rejoindre là? T'avais-tu un lift ou fallait que tu repartes? Non, j'avais mon meilleur ami, en fait, qui venait me chercher à la fin. C'était déjà prévu. Puis par surprise, il y avait mon frère puis sa conjointe qui était là à m'attendre à l'arrivée. Fait que j'avais mon petit comité d'accueil de 3 personnes. C'était un moment magique. J'étais arrivé, il faisait beau soleil. Il était 7h moins quart. Je sais pas. J'étais vraiment, je suis encore sur ce nuage-là, mais le nuage a commencé là, tu sais, j'étais arrivé, j'étais un peu comme, wow, c'est incroyable que j'ai pu accomplir un tel défi. Puis j'étais content finalement de serrer ce monde-là dans mes bras, puis de les remercier d'être dans ma vie. Là. Ouais. C'est le fun, ça fait une finale... C'est ça fait une belle conclusion, on dirait, à ce récit-là. Puis je trouve ça beau que tu aies une conclusion à la hauteur du défi que tu faisais. Ce qui n'est pas toujours le cas, puis c'est pas grave, mais là que tu l'as eu, c'est le fun de l'entendre, c'est le fun de le revivre à travers ton histoire. Tu me sembles quelqu'un, on se connaît peu, on s'était déjà croisé dans quelques courses, mais tu me sembles quelqu'un de très posé, très calme. Dans ta tête, mentalement, tu sais, je suppose que tu as vécu des grands hauts, des grands bas. Comment tu as vécu ça? Tu te rappelles-tu des moments? Tu nous as parlé que physiquement, tu as eu des problèmes puis que nécessairement, ça joue sur le mental. Mais as-tu eu des gros moments où tu as eu à avoir une grande conversation interne pour te recentrer sur ton objectif? Ou as-tu eu ces grands moments-là mentalement difficiles ou, comme tu le disais, euphoriques? Ouais, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans ma tête là quand même pendant ce défi-là. Des grosses épreuves à surmonter quand même. Ça venait surtout, tu sais, c'est des petites choses, c'était moins petites là, mais tu sais comme par exemple les problèmes gastro-intestinaux ou la température. Le fait qu'il pleut toute la journée,
je dirais que ça a été des bonnes épreuves qui a fait en sorte que il faut un peu se parler. Fait que c'est un peu, c'est ce que j'ai fait. Tu sais, finalement, j'essaie un peu d'accepter le fait que j'étais en souffrance, tu sais, que je souffrais, mais que c'était correct, tu sais, puis que il fallait que je sois en mode solution, puis que je continue d'avancer finalement pour aller vers mon objectif. Tu sais, dans la vie, ce que je fais, c'est de la résolution de problèmes. Les gens viennent me voir, ils ont des problèmes, j'essaie de résoudre leurs problèmes. Puis c'est ce que j'aime le plus. Depuis que je suis tout petit, résoudre des problèmes, c'est ça que j'aime. Fait que à l'école, c'est ça que j'aimais. Fait que j'avais l'impression que mon projet, c'était une grosse résolution de problèmes. Fait que quand ça allait pas bien, ben j'essayais de résoudre le problème. Fait que dans ma tête, c'est un peu ça. Puis après ça, il y a l'instinct de survie qui embarque quand je pouvais pas me dire que j'arrêtais parce que moi j'ai personne qui me suivait. T'sais, oui, j'avais un GPS pour question de sécurité, mais quand même, t'as personne, même si t'arrêtes dans le milieu de la trail, il y a personne qui va venir te chercher. Fait que des fois ça te dit ben je suis mieux d'avancer parce que de toute façon personne ne va venir me chercher. Fait que ça c'est des éléments que j'essayais que je me disais un peu dans ma tête, puis tu sais, j'essayais beaucoup, comme j'ai dit un peu plus tôt, d'apporter du positif dans ma tête pour continuer d'avancer, puis avoir un peu cette bataille mentale là qui en fait qui est importante pour pouvoir réussir ce genre de défi. Ouais. T'as trouvé ça dur l'aspect solitude d'être 10 jours seul avec tes pensées? Ouais, c'est ça a été un défi, mais je dirais que je me sens assez bien seul quand même. Je suis un gars qui j'adore faire des courses en groupe là, tu sais, j'adore les gens pis ça, mais je me sens aussi très confortable tout seul, tu sais. Des fois je fais des longues sorties toute la journée tout seul, puis je me sens confortable là-dedans. Fait que ça me faisait penser un peu à une longue sortie, mais pendant plusieurs jours d'affilée. Puis tu sais, il y a pas beaucoup de gens, mais il y avait quand même des randonneurs que j'ai croisés aussi, puis tu sais, à quelques reprises j'ai pris 2-3 minutes pour leur jaser, puis il y a des gens qui ont des histoires vraiment inspirantes, fait que c'est comme super cool là, de pouvoir leur jaser. Fait que ça faisait mon petit social, c'était bien assez. Ouais. Je voyais des orignaux puis ça, puis pour moi voir des animaux c'est cool aussi là. Fait que ça fait mon social. Ouais, c'est clair. C'est connu, surtout la réserve faunique de Matane pour les orignaux, mais t'as-tu des rencontres de faune qui ont été un peu plus stressantes ou ça s'est passé paisiblement comme le reste? Ah, tout s'est passé pas mal paisiblement. J'ai vu des orignaux de proches, là, c'est sûr, mais tu sais, jamais trop proche que ça m'a fait peur. J'ai vu, en fait, dans la descente de Albert, sur le sommet, sur la gauche, j'ai vu des caribous au loin, puis ça m'a vraiment fait du bien, parce que j'adore voir des caribous à chaque fois que je vais en Gaspésie. Fait que ça, c'était une belle rencontre. Puis j'ai vu oh mon Dieu, des centaines et des centaines de perdrix, là, ça c'était incroyable. Mais sinon pas vraiment d'autres choses là, c'était pas mal, ça s'est pas mal limité à ça. C'est hot. T'as-tu des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce genre d'aventure-là, multijours, sur ce sentier-là ou sur un autre? Tu le disais, toi, t'as écouté le passage de quelques athlètes qui avaient fait cette traversée-là au podcast. Il y a peut-être des gens qui veulent se lancer sur celui-là ou d'autres puis qui vont t'écouter. Toi, c'est quoi ton conseil pour ces gens-là? Je pense mon plus grand conseil, puis en fait, c'est ça qui... c'est ça qui m'a je pense que c'est ça qui m'a aidé, puis ça a été ma principale motivation. En fait, ça vient de ça vient pas de moi pantoute, ça là, ça vient de Jason Koop qui est un coach d'athlète d'ultra-endurance américain là, que j'aime beaucoup quand même là. Puis lui il disait quand tu viens qu'à choisir puis ça s'applique à des projets comme ça, mais aussi surtout à des épreuves d'ultra-endurance, mais quand tu viens qu'à choisir ton épreuve ou ton calendrier, tu sais, faut vraiment que tu choisisses des courses qui te tiennent à cœur pour des raisons que toi seul trouves importantes, là. Mais il faut vraiment que ça te tienne à cœur deep down, parce que quand ça devient difficile pendant que tu es en train de faire ces choses-là,
faut que tu réussisses à t'attacher à ta volonté de finir ou de réussir cette course-là. Fait que tu sais, moi je dirais que si quelqu'un veut faire le SIA GA1 ou tout autre projet de cette envergure-là, c'est parfait, tu sais, lancez-vous dans des beaux projets comme ça, c'est magnifique, puis tu sais, c'est des expériences de vie. Mais assurez-vous que vous le voulez vraiment, tu sais, que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur parce que ça va être tough. Puis quand ça va être tough, il faut réussir à trouver les raisons pourquoi vous avez décidé de faire ça, puis il faut amener ces raisons-là à la surface pour vous aider à continuer. Fait que moi je dirais que ça serait ça mon plus grand conseil là. Le reste après ça, question logistique, vous viendrez me parler, ça me fait plaisir. J'aime ça parce que ton conseil s'applique à n'importe qui au final, n'importe qui, peu importe l'objectif, peu importe le sport, mais c'est vrai que ça prend ça parce que tu sais, là, on parle de ton 10 jours là-dessus, mais combien d'heures en amont de préparation, d'entraînement? Tu sais, je répète ça à chaque épisode, mais tu sais, le process en trail est beaucoup plus long que le résultat. Fait que je trouve que même, pas juste dans l'épreuve, mais dans le process, tu sais, quand tu te lèves à des heures pas possibles pour essayer d'aller squeezer ta course avant la job, puis de passer des heures à faire de la recherche, à planifier, à faire des ziplocs de bouffe pour ton crew, peu importe c'est quoi ta préparation, tout ça, faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Faut que tu le fasses parce que ça te motive, pis ça te démange de l'intérieur de remplir cet objectif-là parce que c'est du temps que tu pourrais faire bien d'autres choses. Là, exactement. Mais exactement. Quand c'est passionnant, quand c'est en dedans de toi, puis ça te ronge de l'intérieur, puis t'as le goût de le faire, c'est du temps. C'est pas du temps perdu, c'est pas difficile de le faire. T'sais. Moi, quand l'objectif est clair dans ma tête, je te confirme quand le cadran sonne à 4h30, j'ai aucun problème à sortir du lit. Exactement, c'est ça qui arrive. Tu sais, si c'est clair dans ta tête que c'est ça que tu veux, tu vas te lever puis tu vas le faire, ton entraînement. Tu sais, c'est juste que ça prend la bonne course, ou ça prend celle-là que tu veux vraiment. Ouais. C'est quoi ton prochain truc? T'es-tu déjà capable d'identifier ça va être quoi la prochaine affaire ou tu profites du nuage puis tu vas te poser puis attendre avant de décider ce serait quoi le prochain projet? Ouais, je dirais que je flotte pas mal sur mon nuage, puis aussi je réapprends à marcher là, fait que à ce point-là. J'ai des bonnes douleurs encore très présentes et beaucoup d'enflure, fait que tout de suite je pense que je vais être vraiment en mode guérison de mon corps. Je m'étais pas mis des ultras, en fait c'est comme j'ai dit tantôt, l'objectif A de ma saison c'était ça, mais c'est tôt dans la saison, mais ceci dit ça a fait en sorte que j'ai été très prudent dans le reste de mon calendrier, c'est-à-dire j'ai rien de prévu vraiment, c'est plutôt soft. Fait que je sais même pas qu'est-ce que je vais faire, mais je vais sûrement refaire d'autres courses cette année. Puis sinon d'autres projets, je pense que je vais laisser la poussière retomber un peu, mais j'ai pas exclu le fait d'essayer d'autres choses. J'ai adoré cette expérience-là de en autosuffisance là. Je pense que c'était vraiment un style qui me va bien. Ça, je me sentais bien là-dedans. Je sentais que j'étais dans l'esprit de la randonnée quand même, malgré que je réussissais à aller vite. Puis ça m'a beaucoup plu. Fait que je sais pas, j'ai pas exclu d'autres projets de ce genre-là, mais faut que ça prenne le temps de mijoter un petit peu. Ça prenne le temps de te prendre d'un trip, que c'est pas juste un prochain projet parce que ça prend un prochain projet. Hein. Ouais, peut-être un 100 miles, ça serait un bon projet éventuellement. Faudrait que je n'essaye un là, je sais pas trop là. Ça va venir. Intéressant. On l'a pas dit, mais t'as quand même complété tout ça en 9 jours, 13 heures, 24 minutes. Puis je sais pas si c'était dans quel ordre de l'objectif, si c'était ça le but au final, mais t'as abaissé le FKT, le Fastest Known Time, pour le Self-Supported de quasiment 3 jours. Puis on salue Maxime Boisvenu-Fortin qui avait établi ce temps-là l'année passée, qui est extrêmement rapide, qu'il avait fait, je pense, quelques jours après Charlotte, qui avait battu le temps de Charlotte, qui avait mis ça à 12 jours. Anne avait fait ça en 11 jours avec une équipe. Mathieu a fait ça en 16 jours et des poussières avec une équipe. Toi, t'as fait ça en 9 jours et des poussières. Tu disais tantôt 48 heures avec Mathieu, c'est exactement ça la différence que t'as avec son chrono. C'est extrêmement impressionnant. Tous ces gens-là qui ont accompli ça et toutes les personnes qui le font sans avoir de chrono en tête, mais
si on veut revenir à l'aspect performance, parce qu'on n'a pas parlé de tant que ça, puis c'est correct, ça reste que tu as mis un chrono, tu as mis une barre très haute, je pense, pour ce style de course-là en autosuffisance sur un sentier multijour, là. Ouais, en fait, je suis quand même fier. Je sais pas quoi dire. Je suis pas souvent fier de mes accomplissements, mais là, je dois dire que c'est quand même un chrono que je suis fier de. Là, j'ai donné le meilleur de moi-même. Ça, c'est, y a pas de doute là. Je pense que l'objectif était justement d'aller me rapprocher de Mathieu à 2 jours de Mathieu. En fait, c'est ça, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Puis j'ai réussi à le faire en mode autosuffisant. Fait que ça me fait bien plaisir quand même. Je crois que j'ai mis puis Maxime Boisvenu-Fortin avait mis un excellent chrono. On s'entend là, c'est excellent. Mais je pense que j'ai mis la barre un petit brin plus haute. Puis pour les prochaines personnes qui voudront l'essayer, ben je pense que c'est tout à fait battable. Hein, il y a pas un record qui est pas fait pour être battu, mais je crois qu'il devra bien se préparer puis travailler fort. Ben écoute, j'en doute pas, avoir l'engouement pour ce sentier-là dans les dernières années, d'un point de vue course et performance, avec toutes les personnes qui se sont lancées. On salue Charlotte aussi qui avait tenté une traversée cette année dans l'autre sens, puis elle ajoutait à ça quelques centaines de kilomètres pour faire une traversée complète jusque du côté, elle se rendait jusqu'au Nouveau-Brunswick, puis elle le dépassait. Charlotte était contrainte d'arrêter en cours de route pour une blessure. Mais on lui souhaite un prompt rétablissement, puis je suis certain qu'elle les a bien à cœur, ces montagnes-là, cette région-là, puis je suis certain qu'on va la revoir essayer. Mais c'est ça, il y a beaucoup de monde qui l'ont essayé, une popularité depuis que Mathieu l'a fait en mode course-performance, puis ça va être intéressant de voir dans les prochaines années, parce que il y a plein d'FKT, puis à Québec, dans la région, il y a le Tour de l'Île qui a généré pas mal de traction dans les dernières années avec, il y a pas si longtemps, plusieurs gars qui avaient obtenu le FKT à travers le temps, qui se sont mis ensemble pour essayer de le faire, puis Jeff a rebattu son temps, mais c'est des aventures dans lesquelles tu te lances pour quelques heures. C'est extrêmement impressionnant vu la vitesse à laquelle ils le font, mais une popularité comme ça autour d'un sentier de 650 km et 30 000 mètres de dénivelé, des gens qui s'y préparent, c'est complètement fou. Puis là, on parle de performance de FKT, mais n'importe qui se lance sur cette traversée-là, c'est un accomplissement titanesque, là, c'est énorme. Là. Absolument. C'est tout un sentier pareil. Le chapeau à tous ceux-là qui réussissent à le traverser. C'est un magnifique sentier, mais c'est très dur. C'est très dur, sauvage et difficile. Ouais. Je te le pose pas plus tard dans les questions éclairs en fin d'épisode, mais tantôt tu disais ton sentiment de fierté puis que c'est rare que tu es fier de tes performances, mais entre faire une première place à Bromont ou à l'UTHC ou terminer sous les 10 jours qui était ton objectif, comment ça se compare ce genre de sentiment de fierté-là? Oh boy. On n'est pas vraiment dans la même chose pantoute. Je dois dire que pour moi, cette traversée-là, c'est une fierté incroyable. J'enlève rien aux courses que j'ai faites avant, puis toute la beauté, mais c'est complètement un autre type d'effort. Puis les heures que j'ai mis, dans la traversée, on dirait que c'est beaucoup, ce qui fait en sorte que je pense que j'en tire pas mal de fierté. Ouais, j'espère que t'en tires de la fierté parce que c'est énorme ce que t'as accompli, puis de l'entendre, puis de voir comment tu l'as vécu, je pense que c'est encore plus intéressant pour les gens que tu viennes le partager, puis je t'en remercie. Ça me fait bien plaisir. T'as fait pas mal de courses au Québec, je le disais, t'es allé en faire aussi aux États-Unis, t'en as fait à Cape Town en Afrique du Sud l'année passée. T'as-tu des courses comme ça sur ta bucket list, des courses avec un dossard que tu vas accrocher que t'aimerais faire? Ouais, il y en a plusieurs. Tu sais, un peu comme tous les coureurs d'ultra, je pense que je rêve un peu aux courses mythiques. Hein, on a vu la course exceptionnelle de Marianne, de mon amie Marianne, à la Western. C'est sûr que faire la Western un jour, ça serait incroyable. La Hard Rock aussi qui vient juste d'avoir lieu, ça a de l'air malade. Puis bien sûr l'UTMB, tu sais, je pense que j'aimerais y aller à l'UTMB. Je sais pas directement sur le 160, mais les autres courses ont de l'air très intéressantes. Je pense que toi, tu vas être sur la CCC, c'est ça? Ouais, exact. Ouais. Fait que, tu sais, une course comme ça va être exceptionnel, là. Fait que, ouais, je pense que les courses mythiques à l'international, mais aussi d'autres courses, tu sais, plus ou moins connues qui me feraient plaisir d'aller. Mais je pense que c'est toujours le fun d'y aller avec
avec des amis ou en groupe de coureurs aussi, parce que c'est tout à propos de l'expérience, hein. Tu sais, c'est pas seulement c'est la course en tant que telle, c'est le fun, mais l'expérience d'être là-bas avec les gens que t'aimes, les gens qui t'entourent, c'est assez spécial aussi. Fait que je sais pas, on va voir où l'avenir me mène, mais je pense qu'il y a des belles courses qui m'attendent. Au-delà des objectifs, de ces why-là, que ce soit la prochaine course ou le prochain défi, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te pousse à te lever puis courir tous les jours? Pourquoi ça fait partie de ta vie? J'ai l'impression que ta vie est orientée là-dedans aussi. C'est une passion que tu as. Qu'est-ce que tu en retires au quotidien? Je pense que c'est juste d'aller passer du temps en nature. Pour moi, j'ai une relation assez forte avec être dehors. Ça me fait juste du bien. Je trouve que c'est un endroit qui est paisible, qui est juste calme, qui est zen, fait que j'aime juste passer du temps dehors beaucoup. Fait que ça, le fait de courir, puis de courir particulièrement en trail, ça me permet d'être dehors puis de passer beaucoup de temps dehors, ce qui me plaît beaucoup. J'ai aussi toute la communauté, hein, tu sais, autour de ça, comme j'en parlais, je viens juste d'en parler, tu sais. C'est le fun parce que là, ça te permet de partager des beaux moments avec tes amis, les amis coureurs. Puis bien sûr, un peu comme tout le monde, je suis un peu accro aux endorphines que la course peut te procurer. Fait que j'aime bien ma petite dose d'endorphines à chaque jour. On a tous besoin, hein? Ouais. On parle de calme, on parle de zénitude, mais là, je vais casser ça avec les questions éclair-nac parce qu'on arrive dans cette portion-là de l'épisode où je te pose 10 questions, faut que tu répondes le plus vite possible parce que là, moi, j'aime t'écouter parler, comme je te disais tantôt, je te sens calme, je te sens zen, t'as des super réflexions, mais je sais qu'il y a un côté compétitif au fond de toi parce que tu races quand c'est le temps de racer, puis il y a des FKT. Joanie Desroches et Natacha Gagnon ont fait ça en 12 secondes chez les femmes. Du côté des hommes, c'est Yvan Lheureux en 10 secondes. Bon, je veux pas dire que tes chances sont minces, mais on est à distance puis il y a un petit délai, mais on va faire ce qu'il faut puis au final, on veut juste entendre quelle réponse tu vas nous donner à ces questions tricky-là. On va l'essayer. Fait que je sors mon chrono puis tu me dis quand t'es prêt. Ok, je suis prêt. Route ou trail? Trail. Sucré ou salé? Sucré. Monter ou descendre la montagne? Monter. Matane ou Gaspé? Gaspé. Questionnaire, bar ou gaufre? Bar. Bâton ou pas de bâton? Bâton. Course organisée ou FKT? FKT. 50K ou 50 000? 50 000. Boîte ou neige? Boîte. Mont-Albert ou Mont-Jacques-Cartier? Albert. Oh shit, 21 secondes. C'est très fort. Mais Ouais. si je compare à mes chronos de l'époque où je faisais que des entrevues en Zoom, c'est du très très fort. Ça a déjà été le FKT, là. C'est bon, on va le prendre 21 secondes, c'est pas pire. On va le prendre. Bâton, pas de bâton, t'as-tu fait ta traversée avec des bâtons? Ouais. J'ai fait ma traversée avec des bâtons. Ouais. Ouais, puis c'est pour 30 000 ça mètres de dénivelé, ça va de soi, hein? c'est pour ça que j'ai choisi bâton. Mais normalement je suis pas bâton vraiment là, c'est je veux dire dans mes courses ben surtout au Québec là, tu sais, je veux dire il y a pas assez de dénivelé pour prendre les bâtons la plupart du temps. Mais là, c'était un must, là. Ça, c'était sans question. En fait, c'était un aide à la marche à la fin aussi. Oui, c'est ça. C'était plus juste des bâtons pour le power hike, c'était juste une troisième, une quatrième jambe pour réussir à avancer. C'est ça. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Rémi, d'être venu partager ton aventure. C'était super intéressant de découvrir parce qu'on voit, tu as réussi à donner quelques updates sur les médias sociaux de ce que tu as vécu. Puis on sentait qu'il y avait eu des journées tough. Mais là, c'est le fun d'avoir plongé là-dedans puis d'avoir compris comment ça s'est passé. Ouais. Merci de ton ouverture puis de ton partage comme ça, de ta générosité. Ben, ça me fait bien plaisir. Puis en fait, merci à toi, Yannick, de m'avoir invité. Je trouve que c'est super cool de laisser la chance aux athlètes de partager toute cette intensité-là là, de leurs accomplissements, puis avec la communauté trail. En tout cas, ce que tu as bâti, c'est incroyable. Puis ben merci de me laisser participer à ton podcast. Ben merci, écoute, c'est super gentil. Au plaisir de se croiser dans une course cet été. Ben oui. Tu disais tantôt que tu n'avais pas encore de choses dans les plans, mais on va peut-être se croiser plus tard cette année. Puis sois fier de ce que tu as accompli. Je trouve ça beau, tu es sur ton nuage, puis je te le souhaite de rester là le plus longtemps possible, d'avancer sur cette belle vibe-là. Puis on a très hâte de savoir ça va être quoi la suite, parce que
Tu viens comme d'entrer dans une nouvelle zone, on dirait, avec ce multijour FKT autonomie-là, puis on va te souhaiter de t'amuser là-dedans. Cool. Ben, merci beaucoup. Ouais. Merci à tout le monde aussi qui nous écoute. J'espère que cet épisode-là vous a plu, que je suis sorti de mes petites vacances que j'avais prévues pour le podcast cet été, puis que je vous ai offert quelque chose qui est le fun. Moi, en tout cas, je suis sur mon nuage d'avoir jasé avec toi, Rémi, d'avoir compris, ou en tout cas pu toucher ce que tu as vécu sur le Sentier international des Appalaches. C'est assez exceptionnel. Merci à tout le monde. Comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je vous dis à la semaine prochaine ou à la suivante à suivre pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.